Donc, comme vous le saviez, mesdames, en amont à la rencontre, là, à la table ronde virtuelle qu'on a aujourd'hui, il y a eu 30 minutes qu'on a échangé, enfin, on échange depuis hier, vous allez me dire, là, mais on vous a préparé des petites questions, sous-groupes, etc. Donc, hormis ça, là, ça fait depuis hier que les réflexions émanent de part et d'autre. Je vérifie avec ma collègue Antonella si Denise est avec nous aujourd'hui. Non. Vous m'excuserez au nom de Denise. Elle devait être avec nous. Ça doit être un empêchement de dernière minute. Elle devait être avec nous aujourd'hui pour vous adresser un petit mot, mais ce n'est que partie remise. Lilia, je pense que le prochain CA, tu vas l'avoir et Gracia, elle va t'adresser un petit mot par courriel. Donc, si je vais vous lancer la parole là, à tour de rôle, je vous laisse prendre la parole. Si vous voulez juste en 5 minutes là, nous dire un petit peu plus sur votre engagement en faveur de la parité. Je pense que vous incarnez vous-même à titre de femme qui sont dans des postes décisionnels, cette parité-là ou l'avancement de cet enjeu-là. Donc, prenez un petit 5 minutes pour nous en dire un petit peu plus avant que je puisse vous lancer les questions. Lilia, est-ce que... OK, écoutez, je vais commencer. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour la présentation. En fait, un peu comme tu viens de le dire, Mélisa, en fait, d'abord, ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc, si vous pouvez prendre des éléments de cette expérience pour vous cheminer dans votre parcours, ça ferait plaisir, mais en aucun temps, ça représente vraiment la vérité, disons. Donc, je pense que la façon dont je permets de contribuer à tous les défis liés à la parité, c'est simplement, honnêtement, le fait d'être présente sur des conseils d'administration. Ce simple fait-là, au cours des dernières années, j'ai vu contribuer finalement à la parité parce que, de un, je suis présente, donc je peux poser des questions et puis demander à ce qu'on prenne action dans une certaine direction pour favoriser la parité. Et puis, de deux, personnellement, je fais souvent l'effort de m'assurer que je puisse pousser peut-être d'autres femmes, que je puisse mettre en lumière le travail de certaines femmes par rapport aux différentes opportunités. Donc, être assise à des tables d'influence permet d'avoir l'information sur des concours, des opportunités. Donc, moi, je m'assure de pouvoir relayer cette information-là à d'autres femmes. Et puis, éventuellement, je pense que ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de femmes dans des lieux d'influence qui ont des opportunités. Et puis, la présence de toutes ces femmes sur ces tables permet finalement de faire avancer la parité puis s'assurer qu'on puisse y arriver voilà, en moins de 100 ans. Espérons-le. Donc, voilà, globalement, parce que vous avez exposé un peu ma biographie, donc je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais globalement, voici comment je pense que je contribue à la parité. Super, ben, je peux peut-être enchaîner. Merci Gracia, merci pour l'invitation, Antonella. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Puis, c'est ça, en fait, ce que je fais pour la parité, ben, j'ai fait diverses choses au cours de mon parcours. C'est sûr que quand on est nous-mêmes de la diversité, on est nous-mêmes des femmes, ben, on est exposé à cette distinction-là, pas nécessairement par nous-mêmes, mais par comment les gens nous reflètent. Notre image. Donc, ça nous porte à se poser des questions, à se définir par ce fait-là et à s'y intéresser. Moi, c'est vraiment comme ça que je me suis intéressée d'abord à tout le volet de parité, tout le volet de un peu militantisme pour que les femmes aient accès et les minorités visibles à des postes de leadership, tout ce questionnement-là. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé en comportement organisationnel à McGill. Aussi, j'étais chercheur pour justement voir dans les grandes organisations comment on peut promouvoir la promotion des femmes, des minorités visibles à ces postes de leadership-là. On a fait une étude pour voir justement sur les conseils d'administration, notamment, c'est quoi la représentativité des femmes et des minorités visibles, que ce soit femmes ou hommes. Et honnêtement, ce n'est pas un portrait qui est nécessairement très valeureux, là. Donc, c'est un combat, je pense, qui est très important et pertinent à continuer. Depuis que je suis chez Hydro-Québec, j'ai poursuivi. Notamment, là, on a recruté cette année, puis ce n'est même pas dans mon domaine, mais je me suis beaucoup intéressée. Donc, avec les ressources humaines, on a recruté 2 conseillers équité, diversité, inclusion pour justement renforcer ça. À Hydro-Québec, c'est sûr que c'est une entreprise
publique du Québec. C'est une super belle entreprise, mais traditionnellement très masculine, blanche, d'un certain âge. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment important dans le contexte de mon travail de pousser ça. Puis, j'ai fait aussi partie d'un panel sur la diversité et l'inclusion. Évidemment, moi aussi, comme Gracie, je m'implique sur des CA pour vraiment promouvoir puis renforcer. Puis, je pense que c'est important, même sur le plan individuel, d'identifier des agents de changement, d'identifier des gens que peu importe d'où ils viennent, que ce soit des femmes, des hommes, des minorités ou pas, mais d'avoir cet intérêt-là, puis de le mentionner, de le vocaliser pour que les gens prennent avec eux aussi ce bagage-là. Donc ça, c'est un autre point que je trouve important d'apporter. Mais c'est pas mal un petit topo là, sur comment je le fais au quotidien. Super, je vous remercie beaucoup. Bien, écoutez, on va fonctionner par des tours de questions, si vous me permettez. Je sais que chaque sous-groupe avait préparé 2 questions. On va aller par la première question et j'inviterai donc le premier sous-groupe dont la porte-parole ou le porte-parole a adressé la première question à Gracia, puis ainsi de suite, donc d'y répondre, puis on irait à Lilia, puis après, ça irait au deuxième tour de questions. La personne porte-parole, c'est vraiment le fun parce que c'est le Oui. ou la porte-parole. Bonjour, mon nom c'est Jessica. Je suis là pour adresser les questions et recommandations à Madame. Est-ce que je peux juste dire Gracia, si ça ne dérange pas, à Gracia, justement. Donc, voilà. La première question, c'est par rapport à la discrimination et les microagressions dans le milieu de la santé. Donc, comment gérez-vous les obstacles liés à la discrimination et les microagressions que vous rencontrez dans votre milieu de travail au jour le jour? Mon Dieu, merci. C'est vraiment une très bonne question. Je pourrais y répondre par quelques petits exemples parce que, évidemment, vous savez que c'est des choses qu'on vit encore. Donc, il reste beaucoup de travail à faire en ce sens. J'ai été sur un panel il y a quelques semaines de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers, puis on était plusieurs infirmières issues des communautés noires qui partageaient nos expériences. Et puis, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on adresse ces éléments de discrimination puis de microagression. Un élément que j'ai retenu de ce panel, c'est, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est dans des postes d'influence, on a... En fait, moi, personnellement, je me donne la responsabilité de nommer ce type d'événement, donc les éléments de discrimination ou de microagression, parce que autour de la table, souvent, il y a des personnes qui, bon, savent plus ou moins que ces éléments arrivent, donc je me fais un point d'honneur de les nommer. Je me fais un point d'honneur de dire à mes collègues aussi autour de la table que si je prends l'exemple d'infirmières et infirmiers qui sont PhD, qui sont des professeurs d'université. Je leur dis, est-ce que vous savez que vous avez des étudiants qui font des stages et puis qui sont discriminés dans leurs stages? Est-ce que vous savez que à l'université, les étudiants ont l'impression qu'ils sont désavantagés des étudiants noirs, par exemple, sont désavantagés par rapport à des collègues blancs francophones? Donc, bon, souvent, les personnes disent qu'ils ne le savent pas. Donc, comme on est autour de la même table, on est peut-être au même niveau professionnel, si je peux dire ça comme ça. Ils doivent prendre acte, en fait, du message que je passe et tenter de prendre action ou au moins d'en discuter avec leurs collègues pour essayer de faire changer les situations. Donc, je pense que c'est important d'être assis à des tables d'influence parce qu'on a accès à ces personnes-là qui prennent des décisions et puis on peut leur soulever, en fait, la réalité que vivent certaines personnes à différentes échelles et puis dont eux n'ont pas nécessairement conscience. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que durant mon parcours, j'ai eu la chance aussi d'avoir des personnes qui ont été mentors, des femmes noires, femmes blanches, bref, de tout horizon, qui ont été en mesure de me dire, ah, tu sais, Gracia, tu accèdes à tel rôle, qui me partagent leur expérience. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dû faire attention à X, Y, Z éléments. J'ai utilisé telle stratégie pour avancer ou pour faire avancer des enjeux. Donc, je pense que c'est important lorsqu'on le peut, mentorer des gens ou lorsqu'on en a besoin aussi, trouver des mentors qui peuvent nous aider
nous aider à peut-être mieux vivre ou vivre avec un peu moins de traumatisme, je ne sais pas comment dire là, mais mieux traverser en fait certains rôles qu'on a joués ou aussi certains moments difficiles peut-être qu'on vit. Donc, parler lorsqu'on est dans des lieux de pouvoir, avoir des mentors puis développer un réseau de soutien puis de coaching autour de nous. Puis, bon, je ne suis pas certaine d'avoir trouvé la solution pour les personnes qui vivent des micro-agressions alors qu'ils sont dans des positions de vulnérabilité. Puis, je reprends l'exemple des étudiants en stage, en soins infirmiers, par exemple, qui vivent des difficultés puis qui disent, ben, je veux dire, je ne peux pas nécessairement le dire parce que j'ai peur de représailles de d'autres professeurs. Je suis désolée, mais je n'ai pas nécessairement la solution. Je pense que le mieux, c'est d'essayer d'en parler justement à des personnes de confiance autour de vous qui pourraient peut-être vous aider à trouver des solutions ou qui pourraient, eux, adresser la situation. S'il y a d'autres profs, par exemple, issus de la diversité, à qui vous pourriez parler de ce type de problème. Et puis, dans le milieu de la santé proprement dit, lorsqu'on est patient ou patiente ou usager du système de santé, il y a des leviers, en fait, qui sont là pour protéger la clientèle. Il faut savoir qu'il y a là, j'ai seulement le terme ombudsman dans la tête, mais il y a des commissaires aux plaintes, finalement, dans les différents hôpitaux ou CIUS qu'on peut contacter lorsqu'on pense qu'on a vécu une situation d'injustice. On peut aussi poser des questions aux gestionnaires, aux professionnels. Chaque professionnel fait partie d'un ordre professionnel. Normalement, si je pense aux infirmières, aux médecins. Et puis, c'est dans notre code de déontologie que de respecter justement le vécu. Donc, on ne peut pas, en fait, être raciste envers la clientèle qu'on soigne. C'est vraiment un enjeu de protection du public pour les autres professionnels. Donc, il ne faut pas avoir peur de le soulever, par exemple, aux autres professionnels de façon formelle s'il y a eu une situation de discrimination ou de microagression. Donc, voilà, il faut... et si vous ne connaissez pas, c'est vraiment difficile de naviguer le système de santé. N'hésitez pas à demander à des professionnels ou des gens que vous connaissez qui vont vous diriger vers les bonnes instances. Moi, personnellement, ça m'est arrivé pour un membre de ma famille. Et puis, j'ai posé des questions à la gestionnaire. J'ai dit, écoute, moi, à ma connaissance, le service doit être offert de cette façon, de cette façon. Le membre de ma famille n'obtient pas le service de cette façon. Est-ce que tu peux m'expliquer? Puis, elle a été obligée de prendre des actions pour expliquer les lacunes qu'il y avait dans le système. J'ai la chance, par contre, d'être dans le système et de savoir comment ça doit se passer. J'ai étudié en droit et politique de la santé, donc je suis au courant de certaines lois, règlements, etc. Donc, je suis privilégiée de ce côté-là. Donc, mais vous, si vous connaissez du personnel de la santé, n'hésitez pas à leur poser des questions pour vous donner des trucs pour naviguer dans le système puis s'assurer que vos droits soient respectés lorsque vous êtes dans le système de santé. C'est une longue réponse, mais voilà, c'est différents petits éléments peut-être qui peuvent aider à répondre à la question. Merci beaucoup, Gracia. Longue mais complète. Je te remercie beaucoup. J'invite le deuxième groupe, si vous me permettez, à poser leur première question à Lilia, si vous me permettez. Oui. Super. Donc, c'est moi, Sandrine, qui va représenter notre équipe pour la question pour Lilia. Puis en fait, je suis bien heureuse parce que la question qu'on va te poser, tu l'as un peu abordée dans ta description aussi. Donc, on se questionnait justement beaucoup sur la représentation, l'intégration, la participation des femmes dans ton secteur qui est le privé, mais au-delà de ça, un secteur en fait qui a une dominance masculine. Donc, justement, est-ce que les femmes sont présentes ou assez présentes sur les CA ou même dans des rôles de dirigeants dans le secteur privé en général ou même chez Hydro-Québec? Puis suite à ça, justement, pourquoi elles ne sont pas? Pourquoi elles ne sont pas à l'aise de prendre des rôles de cadre ou des rôles sur des CA? Et qu'est-ce qu'on préfère pour qu'elles le soient plus? Oui, c'est une excellente question. Ben, c'est ça, en fait, Hydro-Québec, ce n'est pas privé, là, c'est public, c'est le gouvernement qui le détient, mais j'ai aussi travaillé dans le secteur privé. Puis, là, actuellement, en fait, ce qu'on réalise, là, c'est que c'est vraiment une reproduction. C'est un système de reproduction comme la reproduction des élites. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, si tu as une majorité d'hommes sur un comité de direction, en fait, il va y avoir une reproduction implicite qui va se faire. Puis les gens promeuvent les gens qui leur ressemblent. C'est prouvé. Donc, un homme va voir chez un jeune homme son reflet. Il va voir ses compétences, il va voir ses forces, mais chez une femme qui a peut-être une autre approche, chez quelqu'un qui vient, qui a une autre culture, qui a une autre façon de travailler, il ne sera pas capable de reconnaître la même excellence ou la même
la même compétence parce que, ben c'est ça, on évolue dans des paradigmes, puis des fois, ça vient fermer un peu nos lunettes, là. Puis, en fait, chez Hydro-Québec, effectivement, avant, tout récemment, c'était un boys club, là, vraiment à leur direction. C'était des hommes qui venaient principalement de Bombardier. Et ben, ça se sentait aussi d'un point de vue promotionnel que c'était plus difficile. À l'époque, je n'étais pas encore gestionnaire. Puis, on sentait qu'il y avait vraiment un encouragement d'homme à homme à acquérir des postes de gestionnaire, des postes de haut gestionnaire. Et tout récemment, il y a Sophie Brochu qui est rentrée dans l'entreprise, qui est en fait la nouvelle PDG qui vient d'Énergir. Et elle cherche vraiment à briser ce saut-là. Là. Donc, vraiment, là, le fait que c'est que des hommes, elle est vraiment en constante recherche de promotion des femmes. C'est elle qui lead l'effet A, là, qui est comme une espèce de formation pour les femmes au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il faut que ça vienne de deux volets. Il faut que ça vienne de la haute direction. Il faut que ça vienne d'une vision. Il faut que ça vienne d'en haut, que les gens ils disent « Moi, je veux à partir de maintenant reconnaître que les femmes et je veux aussi des minorités visibles sur mes postes de direction parce que c'est prouvé scientifiquement que la diversité de pensée, ça apporte des meilleures idées, ça apporte de l'innovation. Le fait de se faire challenger, il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est au contraire hyper positif. Puis les confrontations d'idées, ben ça apporte des meilleures sociétés, des sociétés qui sont plus inclusives, qui pensent à tout le monde, qui pensent à tout. Puis ça, on est chanceux maintenant avec Sophie Brochu, honnêtement. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle monte des femmes avec elle. Moi, je lui ai parlé personnellement, puis parce qu'elle voulait parler à ces espèces de jeunes agents de changement au sein de l'entreprise. Puis là, j'ai eu accès à un genre d'appel de 20 minutes avec elle sur qu'est-ce que je changerais dans l'entreprise, tout ça. Donc, elle a vraiment une écoute. Et quand je dis que ça vient d'en haut, c'est un des volets. Après ça, il y a l'autre volet qu'il faut que ça vienne d'en bas. Donc, c'est sûr que dans les recherches que j'ai faites, c'est prouvé que les femmes ont moins tendance à aller chercher des postes de haute direction. Ils vont moins appliquer, ils vont s'auto-contraindre. Souvent, on a des familles où, tu sais, moi, je suis enceinte en ce moment de 8 mois et demi, là, ça a l'air de rien, mais donc, j'aurais pu, enceinte, refuser le poste de gestion en me disant « Ah ben non, là, je m'en vais accoucher d'un bébé, c'est pas le bon moment pour moi, je vais le refuser, puis je vais réappliquer éventuellement. » Mais je pense que c'est important aussi, nous-mêmes, de se convaincre que oui, je suis enceinte, je suis une femme, c'est naturel. Mon mari ne sera jamais enceinte. Il n'y aura jamais à être contraint, si on veut, dans son avancement professionnel. Et donc, nous-mêmes, il faut qu'on se fasse confiance. Il faut se dire, peu importe que je parte un an, m'occuper de mon bébé, puis revenir après, bien, je vais le prendre le poste parce que je le mérite, parce que j'ai toutes les compétences pour le faire. Puis, c'est ça. Donc, il faut se faire confiance là-dessus. Puis, comme disait Gracia, moi, je pense que se faire accompagner par des marraines professionnelles, même ça peut être des parrains professionnels, c'est extrêmement important. Moi, j'en ai des femmes extrêmement inspirantes que je peux prendre le téléphone, je peux les appeler, puis ils viennent challenger justement mes perspectives quand moi-même, j'ai des enjeux de confiance à me promouvoir ou à essayer d'avancer dans ma carrière. Donc ça, je pense que, comme l'a dit Gracia, l'identification de parrains ou de marraines professionnelles qui vont t'aider à toi te remettre en question puis te faire avancer, c'est super important. Donc, c'est ça, ma réponse, ça va des deux côtés. C'est sûr qu'il faut qu'en haut, il y ait une vision qui amène la promotion, mais aussi c'est d'un point de vue individuel, là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour l'autre question sur le fait d'être dans un milieu d'hommes, ben c'est ça. Là, c'est en train de changer chez Hydro-Québec, mais honnêtement, c'est vrai que c'est un défi parce que, ben c'est ça, c'est difficile que certaines personnes aient la sensibilité à nos différences, à notre distinction de femmes, à notre distinction de minorités visibles, s'ils ne le vivent pas eux-mêmes. Donc, ça, il faut aussi, je pense que ça vienne de l'organisation, d'offrir des formations, de présenter une sensibilité à la différence, puis une appréciation de la différence.
Donc, ça serait pas mal ma réponse. Merci beaucoup, Lilia. Et puis, félicitations pour le petit bout de chou venir. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Écoutez, on attendait également Marliane. Je pense qu'elle a eu un petit empêchement, si vous me permettez. J'inviterai donc Catherine, non, plutôt Léa, excusez-moi. Donc, Léa qui était dans notre sous-groupe. Ah! Il fallait que je dise son prénom, puis elle débarque comme ça. Les aléas du direct, tout le monde. Je suis vraiment désolée. Mais ce que je vais faire dans ce cas-ci, si vous me permettez, juste le temps que lui laisser le temps d'arriver, j'inviterai quand même qui était là pour la question. C'est Catherine et Léa qui devaient poser la question à Marie-Liane. Oui, mais je vais quand même inviter le groupe de Gracia, si vous me permettez, à lui reposer la question, sa deuxième question, puis je vais laisser le temps à Marliane d'arriver avec nous avant. Excellent, ben, je peux y aller. Fait que, Gracia, on comprend que durant la pandémie, les femmes racisées immigrantes ont été au cœur de la lutte. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une relance à la fois féministe et inclusive dans le système de la santé? Et quels sont les outils que vous pensez qui permettront à la réussite de cette relance-là? Oui, ben merci. Merci encore une fois pour la question. En effet, puis je me rends compte, si vous le sentez dans mes réponses, que je suis vraiment à l'intersection de deux réalités, puis particulièrement par rapport au fait que la profession à laquelle j'appartiens, donc la profession infirmière, est une profession traditionnellement féminine, disons, et puis ça a un impact vraiment important sur l'influence que les infirmières ont sur le système de santé. Puis, donc, il y a plusieurs éléments auxquels je pense. On remarque dans le système de santé, puis là, je vais vraiment parler spécifiquement de la profession infirmière. On remarque que lorsqu'on monte, disons, là, dans les échelons de la profession, qu'il y a de plus en plus d'hommes et puis qu'il y a de plus en plus de personnes blanches. C'est-à-dire, en fait, il y a de moins en moins de femmes, finalement, et puis il y a de moins en moins de personnes issues de la diversité. Donc, si vous allez sur les unités de soins, les infirmières qui travaillent au chevet avec la clientèle, vous pouvez arriver dans des unités de soins. Puis là, je parle vraiment, en plus, je parle des hôpitaux qui sont très, 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 très diversifiés, là. Il va y avoir des personnes de tout horizon sur les unités de soins. Et lorsque vous montez dans des postes de chef de service, il va y avoir de moins en moins de personnes issues de la diversité. Il va y avoir de plus en plus d'hommes dans une profession qui est vraiment en très grande majorité féminine. Et puis, lorsqu'on monte dans des postes de coordination, de direction, vraiment, le pourcentage d'hommes augmente et puis le pourcentage de personnes issues de la diversité, en fait, il est quasiment inexistant. Donc, il y a clairement, la profession est en train de, l'ordre professionnel est en train de faire des états généraux là, qui auront lieu en mai. Donc, c'est le genre de questions qu'il faut poser. C'est le genre de questions que les femmes issues de la diversité, notamment, doivent poser dans des instances comme les états généraux qui auront lieu avec l'ordre professionnel. C'est des questions que les femmes issues de la diversité doivent poser à l'intérieur de leur propre organisation. Puis je vous dis, c'est extrêmement difficile. Je l'ai vécu très, très difficilement, moi, personnellement, alors que je suis une personne qui, globalement, n'a pas d'enjeu de communiquer, etc. J'ai une certaine aise par rapport à ça, mais tu te retrouves, en fait, prise dans un système et tu ne comprends pas pourquoi le système t'empêche, en fait, d'avancer. Mais c'est important d'en parler avec des collègues, de poser des questions, d'arriver dans certaines instances. J'ai parlé de l'ordre professionnel, mais il y a les syndicats aussi auxquels on pourrait penser. Il y a les ordres régionaux. Bref, il y a différentes instances professionnelles où on peut soulever la question parce que on s'en rend beaucoup compte, en fait, notamment avec la pandémie, qu'il y a des personnes dans des instances de décision qui sont, plus on monte, moins il y a de femmes, moins il y a de personnes issues de la diversité. Puis j'ai la chance, je le dis tout le temps, puis je vais le dire partout parce que je pense que cette personne-là gagne à être connue. J'ai de la chance depuis 1 an, en fait, de travailler dans une organisation où ma directrice de soins infirmiers, c'est une femme noire. C'est la seule femme noire, dans le fond, qui est directrice des soins infirmiers dans les CIS et CIUS. Et puis, je l'ai connue vraiment par hasard. Personne ne parlait d'elle, personne ne la connaissait. Et elle se fait un point d'honneur, par exemple, de s'assurer de
elle veut, en fait, dans sa vision, un peu comme Lilia le disait, elle dit, bon, dans ma direction, il y a une diversité d'origine, d'orientation sexuelle. Il manque, par contre, j'ai pas de personnes qui sont issues des communautés autochtones. Pour elle, c'est quelque chose qui la travaille énormément. Elle veut que dans sa direction représente vraiment la société qu'on soigne. Et pour elle, c'est vraiment une richesse, en fait. Donc, voilà. Un élément qui est important, c'est de parler, de prendre sa place. Puis lorsqu'il y a des personnes qui ont ce genre de poste, je pense qu'il faut les faire voir, il faut en parler. Puis ça leur donne, eux, du crédit aussi professionnel puis auprès de l'organisation. Puis ça leur permet de contribuer au changement. Donc, j'ai parlé au niveau professionnel, j'ai parlé au niveau des organisations. Et là, je ne sais pas si j'ai oublié un élément de la question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question des scopes et n'hésitez pas si j'ai oublié un élément de la question. Donc, dans la relance, c'est sûr que... Oui, c'est ça, la relance, excusez-moi, c'est ça. Dans la relance, donc c'est sûr que les professions doivent se questionner et puis les organisations également. Et puis la profession infirmière, juste pour terminer peut-être là-dessus, ça me fait tellement mal parce que c'est une profession qui est basée sur des valeurs de justice sociale, en fait. Et c'est une profession qui a encore trop peu de place dans les instances décisionnelles. On pourra en discuter une autre fois, mais le système de santé actuellement a été, celui dans lequel on vit actuellement, a été essentiellement construit par des médecins hommes blancs, finalement, qui notamment contribuent au fait qu'aujourd'hui, le système de santé est très hospitalo-centré, pour dire qu'il y a beaucoup de ressources dans les centres hospitaliers et très peu de ressources à l'extérieur parce que notamment parce que il y a beaucoup d'argent qui se fait finalement dans les centres hospitaliers. C'est la façon dont le système a été fait. Puis je ne dis pas que les médecins sont des moins bonnes personnes, c'est vraiment pas ça, mais c'est que le système a été construit pour que les hommes à l'époque qui étaient médecins dans les hôpitaux se fassent plus d'argent que, par exemple, être médecin pour une direction une DPJ ou être médecin dans les soins à domicile. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur la façon dont notre système de santé est fait actuellement. Et puis, une des voies qui pourrait aider à se poser les bonnes questions, c'est la voie infirmière. Mais comme c'est une profession qui est traditionnellement féminine, notre voix, notre travail est invisible. On fait énormément de travail. Au-delà du travail qu'on fait auprès de la clientèle, on fait énormément de travail d'organisation des soins, mais c'est pas vu, c'est pris pour acquis. Mais pourquoi c'est pris pour acquis? Parce qu'à la base, c'est des femmes qui faisaient cette profession. Puis là, je pense au Québec, notamment aux sœurs, qui faisaient beaucoup ce travail-là. Donc, le travail connaît ce qu'elles faisaient pour prendre soin de la population, mais c'est un travail qui était pris pour acquis. Donc, aujourd'hui, on a un défi dans la profession infirmière de rendre beaucoup plus explicite tout ce travail invisible qu'on fait et c'est extrêmement difficile. Moi, c'est mon rôle. Une autre vision de notre directrice des soins, c'est de dire, grâce à ça, il nous faut des données, il nous faut des chiffres sur le travail qu'on fait parce que lorsqu'on en parle, les gens ne comprennent pas. Mais en même temps, les gens ne pourraient pas se passer de notre travail. Donc, c'est extrêmement paradoxal. Et moi, je pense que ça vient beaucoup du fait qu'on a une profession qui est traditionnellement féminine et qui fait en sorte que notre travail est visibilisé, finalement. Fait que c'est un gros défi qu'on a dans la profession actuellement. Merci beaucoup, Gracia. Je me permets de me joindre aux mots de Léa au nom de tous et de toutes. Elle a écrit « Infirmières, vous êtes des héroïnes ». Plus particulièrement, je pense que ça mérite d'être dit. Merci beaucoup. Je me permets de faire une petite introduction pour Marliane qui s'est jointe à nous. Marliane est une activiste afroféministe, est une organisatrice communautaire qui s'attaque aux problèmes liés au racisme anti-noir, à la violence sexuelle basée sur le genre et à ses intersections. Elle a coordonné la division de l'intersectionnalité pour le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, où elle a mené un travail de plaidoyer et de sensibilité à la manière dont le genre, la race et la classe et les capacités se croisent dans le contexte de la violence sexuelle. Merci beaucoup, Marliane, d'être rejointe à nous. À l'heure actuelle, elle est vice-présidente à la Fédération des femmes du Québec. Merci beaucoup, Marliane, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais inviter donc Léa à poser sa première question en direction de Marliane, là, si jamais vous me permettez, parce que le temps est serré. Donc, j'essaie d'être au four et au moulin en ce moment. Oui, du coup, avec notre groupe, on a vraiment une grosse question là. Si jamais il y a besoin d'être répété parce qu'elle est vraiment énorme, puis en deux parties.
Du coup, notre question, c'était comment as-tu intégré l'intersectionnalité dans ta lutte féministe et comment cela se matérialise au quotidien et comment concrétiser la prise de conscience et la sensibilisation de manière à avoir un résultat positif et non générer un conflit. J'entends pas bien la deuxième partie de la question. Le son est très bas. Oui, je vais répéter. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, donc la deuxième partie de la question, c'était comment concrétiser la prise de conscience et la sensibilisation de manière à avoir un résultat positif et non générer un conflit. OK. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolée, j'avais noté midi comme l'heure de commencement. Pour répondre à la question, comment j'ai intégré l'intersectionnalité, pour moi, j'ai toujours dit que mes valeurs, que ce soit de justice sociale ou féminisme, ont beaucoup été alimentées par mes expériences, par mon vécu. Je n'ai pas fait des études en études féministes ou des études en intersectionnalité. C'est vraiment, moi, j'ai appris à appliquer l'intersectionnalité à cause de mes expériences. Je peux donner des exemples. Avoir un enfant en situation de handicap m'a vraiment ouvert les yeux aux enjeux liés au capacitisme, au manque d'accessibilité parce que j'ai dû passer à travers de là. Quand je parle d'expériences de femmes qui sont plus aux marges, c'est à cause du fait qu'en tant que femme noire, migrant, j'ai eu des expériences que j'ai vécues qui m'ont sensibilisée aux barrières systémiques auxquelles on fait face. Donc, je pense que ma compréhension de l'intersectionnalité vient vraiment beaucoup de mon vécu et du fait que j'ai eu la chance de travailler avec des communautés qui font face à des barrières systémiques qui sont multiples, qui s'entrecroisent. Donc, je pense que mon parcours professionnel et puis mes expériences ont fait en sorte que c'est ça qui m'a donné la compréhension que j'ai sur l'intersectionnalité aujourd'hui. Et cette compréhension a grandi à travers les années. Par rapport à la deuxième partie de la question, j'étais en train de parler de l'enjeu du conflit vendredi dans une formation. Je trouve que souvent, on voit les conflits comme étant toujours négatifs, mais moi, par expérience, je peux dire qu'il faut être ouvert au conflit. Qu'est-ce que je veux dire? Toute transformation, c'est pour arriver à transformer des rapports sociaux. Il faut être ouvert à qu'il va avoir... il peut y avoir du conflit parce que quand on parle d'intersectionnalité, de l'approche intersectionnelle, c'est une approche qui est basée sur l'analyse du pouvoir, une analyse des rapports sociaux de domination. Donc, c'est sûr que si on aborde les rapports sociaux de domination, si on aborde les rapports de pouvoir et qu'on essaie de les déconstruire, qu'on essaie de les adresser et qu'on essaie d'amener plus d'équité, il faut être ouvert au fait que cela va entraîner souvent qu'on se regarde soi-même et comment on se positionne dans tout cet contexte. Et puis, souvent, dans le travail que je fais, il y a du conflit, mais quand je dis conflit, ça ne veut pas dire qu'on va se manquer les respects, c'est juste que il va avoir une place pour ressentir des malaises parce que souvent on est appelé à se regarder soi-même. Donc, moi, je dirais qu'il faut quand même être ouvert à une certaine, ne pas avoir peur du conflit et ne pas avoir peur de comprendre que tout conflit n'est pas négatif, parce que je pense que souvent dans nos milieux, on voit les conflits comme n'étant pas négatifs et souvent, on n'adresse pas les rapports de pouvoir parce qu'on ne veut pas déranger. Mais malheureusement, dans le travail qu'on fait de justice sociale, souvent, il faut déranger pour transformer. Merci beaucoup, Marianne.
dérangeant tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Ça va être mon nouveau mantra de vie. Merci beaucoup. Je vais inviter la deuxième personne à poser sa question pour Lilia. Puis on va alterner comme ça aussi pour la deuxième question à Marie-Liane avant de pouvoir ouvrir le micro pour toutes les questions, si ça vous va. Je pense que c'est Emmanuela, si je ne me trompe pas, qui devait adresser sa question à Lilia. Oui, c'est moi. Super. En fait, je l'ai déjà posé dans le chat, mais je vais le faire. Merci déjà à nos représentants. La deuxième question serait, est-ce qu'il y a une politique qui vise la solidarité des femmes entre elles, malgré leurs différences, face au comportement de masculinité toxique intériorisée? Ça, est-ce qu'on entend dans mon contexte de travail ou oui, c'est ça. En général? Oui, dans mon contexte de travail. En fait, je ne crois pas qu'il y a une politique. Il y a probablement une politique que je n'ai pas consultée, mais j'aurais tendance à dire que c'est la solidarité féminine de façon informelle qui prend le dessus puis qui prend le rôle. C'est sûr que dans le contexte de mon entreprise, il y a un ombudsman, il y a beaucoup de ressources pour les gens qui sentent qu'il y a une certaine discrimination. Après, je pense que d'un point de vue individuel, on a un devoir d'être à l'écoute, d'être sensible, puis de prendre en charge si on sent qu'il y a des gens qui se sentent discriminés, si des gens qui sentent qu'ils se sentent lésés, d'avoir un rôle de leader là-dessus, surtout quand on est dans des postes de gestionnaire. Par exemple, récemment, je parlais avec une ingénieure qui est dans une unité d'affaires que je nommerai pas, mais qui est particulièrement masculine et extrêmement difficile pour les gens, justement, qui viennent de minorités visibles et qui sont des femmes. Et cette femme-là a vécu beaucoup de discrimination dans un sens qui est un peu insidieux. Là, c'est un exemple d'un point de vue professionnel, son travail se faisait diminuer. Donc, on lui donnait une tâche, mais on faisait vérifier sa tâche par 3 autres ingénieurs masculins pour s'assurer de la validité de son travail, de son livrable, alors qu'elle-même est diplômée de la Polytechnique. Elle-même a les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, mais on fait vérifier par des hommes ingénieurs, par ses pairs, son travail. Elle se sentait extrêmement lésée. On en a parlé. Puis, comme je suis gestionnaire, j'ai accès à certaines tables de discussion. Puis, j'ai remonté ça à son directeur principal. Et ça a suscité des discussions assez vives. Mais c'est un peu ça le rôle que je vois, moi, personnellement, comme en tant que femme dans une grande organisation. Quand on a des accès, comme disait Gracia d'ailleurs tout à l'heure, là, quand on a accès à des tables de discussion qui sont plus hautes, quand on a accès à cette forme de crédibilité-là, il faut la prendre, puis il faut lever les problèmes. Là. Puis comme disait Marlène tout à l'heure, il ne faut pas enterrer les choses. Là, puis ça va susciter des discussions, ça va susciter... ça va briser l'ordre établi, puis ça va choquer des gens parce que, veut pas, les hommes qui validaient son travail se donnaient un certain pouvoir par rapport à elle, alors qu'ils avaient les mêmes compétences, alors qu'elle n'avait pas besoin de faire vérifier son travail. Puis, là, tout à coup, tu leur dis, non, tu ne feras plus ça parce que, elle est forte elle-même, elle est indépendante, elle est capable de faire ce travail-là. Puis même peut-être qu'elle pourrait devenir ta gestionnaire éventuellement. Sauf que le carcan, l'espèce de contexte ne le permet pas actuellement. Puis, c'est ça qu'il faut défaire. Puis, en le défaisant, c'est en allant parler plus haut, puis d'aller essayer justement d'ouvrir les yeux aux gens qui sont plus haut placés sur ces discriminations-là qui sont faites, puis sur des points qui sont extrêmement impertinents, que ce soit le genre, que ce soit l'origine de la personne. Donc, de mon côté, je n'ai pas vu de politique. Je suis pas mal convaincue qu'il doit y avoir quelque chose d'écrit sur ce plan-là à Hydro-Québec, mais mes recours personnels, moi, c'est beaucoup le réseau informel, en fait. C'est
que les gens connaissent qui tu es dans l'entreprise, puis que les femmes puissent être sensibilisées à savoir que s'il y a des enjeux qu'elles vivent, ben, elles puissent venir cogner à ta porte, puis que toi, c'est ça, tu te donnes le mandat justement de remonter les choses où tu peux les remonter, là. Je pense que c'est un peu mon approche sur ce point-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Lilia. J'inviterai donc Léa, si tu me permets, Léa, de poser ta deuxième question à Marie-Anne. En fait, c'était moi, normalement. Ah, c'était Catherine. Ben oui, certainement. Je m'excuse. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Ben, merci à vous trois pour les interventions très riches. Marie-Anne, on va un peu dans le même sens que la première question. Je vais la lire, puis je vais aussi la mettre dans le chat pour faciliter la compréhension de toutes. Défi pour la lutte féministe ainsi que pour la lutte antiraciste. Inaugure la suite des choses. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour les réponses. Est-ce que c'est dans le chat parce que ça a coupé? Je ne sais pas si c'est mon Internet qui... Oui, c'est dans le chat, je peux la relire. Quels sont les défis pour la lutte féministe ainsi que pour la lutte antiraciste? Donc, ainsi pour la lutte antiraciste, est-ce que c'est bien ça? Parce que ça coupe. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui me mute. Donc, je vais juste répéter, s'il vous plaît, ne pas me muter. Quels sont les défis pour la lutte féministe ainsi que la lutte antiraciste? Comment cela se traduit dans son engagement et comment ça inaugure la suite des choses? OK, donc moi, je répondrais que le plus grand défi, c'est centrer les marges. Que ce soit dans les mouvements féministes ou les mouvements antiracistes, c'est un grand défi. Quand on parle du mouvement féministe, souvent, quand il s'agit d'avoir une approche plus intersectionnelle, il y a beaucoup de résistance parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, qui vont dire que ça divise le mouvement, qu'il faut être rassembleuse, qu'il faut s'attarder sur des enjeux qui nous rassemblent pour nous unir. Et puis, on ne se rend pas compte que oui, c'est très bien, c'est unir sur des enjeux qui nous rassemblent tous. Mais historiquement, le mouvement féministe a été un mouvement qui a été exclusif, qui a exclu beaucoup de femmes et que centrait les femmes des groupes dominantes. Donc là, aujourd'hui, on voit on voit un mouvement qui émerge, qui essaie de centrer ses marges, qui essaie de parler des enjeux qui touchent des femmes des groupes minoritaires, que ce soit des femmes sans statut, des femmes dans l'industrie du sexe, les femmes en itinérance. Donc, on essaie de centrer ces marges et puis de mettre en lumière des problématiques qui touchent ces femmes-là qu'auparavant, on n'entendait pas. Et puis, c'est le même enjeu dans les milieux antiracistes. On a tendance à, dans des groupes minoritaires, que ce soit les femmes ou que ce soit des communautés racisées, à toujours centrer les groupes les plus dominants. Donc, si c'est dans les contextes de mouvements antiracistes, ça se traduit par le fait qu'on va avoir tendance d'oublier que les personnes racisées, que les communautés noires font face au racisme, mais qu'il y a des membres de nos communautés qui font face aussi à d'autres systèmes d'oppression comme l'homophobie, la transphobie. Il y a des personnes de nos communautés qui aussi sont en situation de handicap. Donc, on oublie, c'est comme si on a tendance à aborder les problématiques comme si c'était des problématiques uniques. Et puis, on ne voit pas comment nos communautés sont complexes. On est des individus nous sommes complexes. Donc, je pense que le plus grand enjeu, que ce soit dans le milieu antiracistes ou féministes, c'est de centrer les marges, c'est d'adopter des approches intersectionnelles. Et je ne limiterai même pas ça aux groupes antiracistes, aux groupes féministes. Ça arrive aussi que c'est dans la lutte pour les droits, par exemple, LGBTQIA+. Quand on pense aux personnes queer, on va centrer les personnes queer qui sont blanches. On ne va pas parler des enjeux des personnes LGBTQ migrants. On ne va pas parler des personnes de ces communautés qui sont les plus en marge. Donc,
pour répondre à ta question, c'est le fait que dans tout mouvement social, j'ai remarqué que c'est un grand défi de centrer les marges parce qu'on va avoir tendance à penser que si on adresse d'autres problématiques, on va diviser le mouvement. Mais le problème, c'est que si on ne centre pas ces marges et qu'on n'adresse pas, et si nos mouvements ne sont pas intersectionnels, on ne va pas être efficace dans l'avancement de nos luttes. Donc, je m'arrête. Merci pour la réponse. De rien. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Je pense qu'il y a eu des recommandations qui ont été formulées dans certains groupes. Je sais que le mien, on ne s'est même pas rendu là dans la réflexion. Là, on était trop pris dans, dans les questions. Donc, je vais prendre peut-être celle qui s'adresse à Gracia, ensuite à Lilia et possiblement, s'il y en a également pour Marie-Liane. Vous serez invité à commenter peut-être 1-2 petites minutes, mesdames, si vous me permettez. Et il y a quelques questions dans le chat que j'aimerais quand même vous relayer par la suite, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui y a le micro ou qui sont à l'aise de prendre la parole. Donc, les recommandations pour Gracia, s'il vous plaît. Excellent. Encore une fois, merci. Vous m'entendez? Juste être sûre? Oui. Parfait. Alors, pour Gracia, je pense que l'une des recommandations, vous en avez déjà fait part dans l'une de vos réponses, prendre la parole lorsqu'on subit des microagressions, les nommer. Et on avait aussi pensé que ce serait important de faire des enquêtes et dénoncer les attitudes. Encore une fois, je pense que vous en avez parlé un peu. Au niveau on aurait une autre recommandation, on pensait que les organisations devraient instaurer des mesures systémiques pour que les personnes issues de la diversité se sentent accueillies, puis se concentrer moins sur le problème dans le fond, on ne voudrait pas que ça soit tout le temps les personnes racisées qui se sentent comme un problème, comme si c'est eux qui auront un problème, mais que les organisations aussi mettent des mesures pour les encadrer face aux microagressions et les autres formes de discrimination qu'ils peuvent vivre. Et enfin, pour la relance, on pensait qu'avoir un comité de relance pour repenser et rêver à l'avenir post-pandémie, ce serait quelque chose de très intéressant dans le milieu de la santé, entre autres. Fait que voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai pris en note vos recommandations. Puis moi, vraiment, là, à chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir proposer des solutions de ce type, peu importe la table, que ce soit à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, que ce soit à la Jeune Chambre de commerce, à Fort Jeunesse, je pousse vraiment ces idées-là. Puis j'ai vu un peu de changement en fait au cours des dernières années. J'arrive autour d'une table, je commence à parler d'une problématique, puis près de mon départ, 3-4 ans après, on voit qu'il y a certaines choses qui ont changé. Pas tout, mais donc merci beaucoup pour vos idées. Puis j'avoue que l'aspect relance dans le contexte de la santé était un peu sorti de mon esprit. J'avais beaucoup pensé à ça dans le contexte de la Jeune Chambre, mais je vais, merci pour les idées que vous me partagez. Puis ça va clairement porter fruit. Donc merci beaucoup pour ces réflexions. Merci à vous. J'invite Sandrine, possiblement. Oui, moi, je vais porter la première recommandation. Donc, pour Lilia, justement, c'est quand même quelque chose qui a déjà été abordé dans ce que tu disais, là, mais au même titre qu'on a vu, en fait, suite à la vague de dénonciation de MeToo, les politiques de prévention anti-harcèlement sont rendues quasi obligatoires. Pourquoi est-ce que les politiques d'égalité femmes-hommes ne devraient pas être obligatoires aussi, ou une coutume qui est vraiment plus généralisée? On a cette même idée-là aussi des codes déontologiques qui favorisent la répartition de la parole, que ce soit entre les genres ou entre justement des gens plus majoritaires, minoritaires dans les groupes, puis justement de favoriser l'inclusion de ces personnes dans les processus décisionnels, puis voir aussi des offres d'emploi qui ont une écriture inclusive ou épicène, d'être vraiment une pratique désormais qui est commune et qui va de base en fait. Donc, c'était toutes sortes d'idées, justement, mais au fond, c'est juste, je pense, d'avoir des bonnes pratiques de saine gouvernance. Puis oui, ça prend du temps, les mettre en application, ça implique des comités, mais je pense qu'il est l'heure qu'on le prenne, ce temps-là.
je vais inviter Emmanuela à partager notre deuxième recommandation. En fait, la deuxième recommandation va aller avec la question que j'avais posée par rapport à un espace pour éviter les femmes à se solidariser entre eux. L'IA avait parlé que cela se faisait de manière informelle, mais peut-être que ce serait plus intéressant d'avoir un espace formel où les femmes peuvent se solidariser entre eux. Comme ça, ils pourront déjà s'allier entre eux pour faire face aux discriminations à l'égard des hommes. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien, en fait, c'est vraiment des très bons points. Là. Je pense que pour le premier point, pour tout ce qui est prise de parole, inclusion, comme je disais, j'ai participé au recrutement de 2 nouveaux conseillers dans l'entreprise. En fait, c'est les premiers, puis tu sais, on parle d'une entreprise de 20 000 employés, c'est les premiers conseillers équité, diversité, inclusion qui ont été recrutés pour l'entreprise là, sur 20 000 employés. Donc, vous comprenez la charge qu'ils vont avoir l'entreprise. Mais en fait, tu sais, je pense que leur mandat, leur travail va faire partie justement d'essayer d'organiser des initiatives qui sont plus structurantes, qui sont plus configurantes pour justement prendre en charge ces types d'initiatives-là, que ce soit justement dans l'écriture d'offres d'emploi, qui soient plus inclusives, qui parlent à tout le monde, puis de générer cette remise en question, cette réflexion-là chez tout le monde. Là. Puis quand je dis chez tout le monde, c'est qu'en fait, je ne sais pas c'est qui l'a mentionné tout récemment, mais je trouvais que c'était extrêmement bon le point que ceux à qui il faut sensibiliser, en fait, ce n'est pas les gens discriminés, c'est les gens qui ne sont pas discriminés et donc qui ne vivent pas cet enjeu-là. Donc, c'est à eux qu'il faut parler. Il faut que ça leur parle aussi, il faut qu'ils comprennent, il faut leur faire porter la cause, si on veut. Donc, je pense que leur rôle va être extrêmement important pour ça. Puis, le deuxième point, en fait, l'espace pour inviter les femmes à se solidariser. Comme je disais au départ, il y a une initiative dans l'entreprise qui s'appelle l'effet A, qui vise justement à identifier des femmes relèves. Et ces femmes-là ont comme une formation au cours d'une année où est-ce que justement, elles aident à se renforcer, puis à se donner confiance, puis ça leur donne aussi des outils pour accéder justement à des postes de gestion. Mais je pense que c'est important aussi que cette solidarité-là vienne, il y a ce réseau-là, mais aussi que ça vienne de façon informelle, là, que les femmes, justement, aient cet incitatif-là à promouvoir les autres femmes, puis qu'on s'entraide dans ce sens-là de façon informelle. Là. Donc, voilà, mais merci beaucoup pour les points. Je les ai bien notés. Merci à toi, Lilia. À défaut d'avoir des recommandations, je me suis permise de prendre une question dans le chat également que je vais adresser à Marianne, qui était de Valérie Leroux, si je peux me permettre d'être la porte-parole, qui était comment avoir une représentation dans les instances décisionnelles et non, une tokenisation des femmes et des représentants des minorités visibles, représentants des minorités visibles. Oui, dans un contexte aujourd'hui où on parle beaucoup de politique d'équité, diversité, d'inclusion, où la diversité c'est devenu un outil marketing et où les organisations cherchent à avoir la diversité, je pense que c'est une question très importante. Pour moi, c'est sûr que j'ai dû faire face à cette réalité-là, que ce soit dans les contextes de conférences ou dans les contextes de CA ou même au niveau du travail. Souvent, quand on est une personne racisée, souvent on est tokenisé. Mais pour moi, ce qui est important à considérer, c'est la question que je me pose à chaque fois qu'il y a une demande, que ce soit pour une CA ou pour une représentation, c'est la capacité que j'aurai à mobiliser le pouvoir. Donc là, c'est comme ça qu'on va savoir si c'est vraiment juste
superficielle et une tokenisation, ou s'il y a vraiment si notre présence aura serait un facteur pour produire du changement. Et je m'explique. Si notre présence sur une instance décisionnelle est juste figurative, performative, et il n'y a pas de pouvoir à mobiliser, moi, je ne m'implique pas dans ces genres de contextes ou ces genres de scénarios parce que à la fin, par expérience, je peux dire qu'on finit par s'épuiser, par se frustrer parce qu'on remarque très tôt les rapports de pouvoir, on remarque que notre présence là est juste pour faire semblant qu'il y a un travail d'équité et d'inclusion qui est fait. Donc là, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la capacité de mobiliser le pouvoir, de participer à une transformation qui m'aide à décider dans quelle instance décisionnelle je vais m'impliquer. Mais je pense que c'est très important d'avoir une représentativité dans les instances décisionnelles. Et souvent, quand on voit des organismes, des compagnies, les différents milieux vouloir s'ouvrir à la diversité, souvent, ça ne va pas être dans les instances décisionnelles. Ça va commencer par peut-être recruter des personnes de la diversité, mais dans des instances qui ne sont pas décisionnelles. Et ça, c'est là que c'est vraiment problématique parce que c'est vraiment pour faire semblant que oui, on est ouvert à la diversité, mais il n'y a aucun travail de réparation par rapport au manque d'inclusion et de représentativité des différentes communautés parce que, juste pour donner un exemple, moi j'ai beaucoup parlé de la question dans les milieux, les groupes de femmes, parce que souvent les femmes racisées étaient embauchées dans des postes contractuels, par exemple, jamais dans des postes permanents. Donc, elles occupaient souvent des postes qui étaient super précaires et puis par ailleurs, l'organisme disait, mais nous, on est ouvert à la diversité, on fait un travail d'inclusion, mais toutes les femmes qui venaient des communautés culturelles étaient dans des postes qui étaient contractuels et puis n'avaient pas d'accès aux instances décisionnelles. Ça, pour moi, c'est la tokenisation. Je ne vais pas dire à une femme de ne pas accepter un emploi parce que on a tous nos privilèges et aujourd'hui, je peux décider dans quel milieu je vais m'impliquer, mais je sais qu'il y a des femmes qui doivent travailler, qui doivent souvent accepter ces genres de travail avec des conditions précaires, mais c'est juste pour mettre en lumière que il faut faire attention avec tout ce qu'on appelle équité, diversité et inclusion parce que c'est vraiment devenu un outil de marketing et on ne voit pas nécessairement des travail de transformation sociale, organisationnelle dans les organismes pour adresser les rapports de pouvoir, pour adresser les racismes, pour adresser les sexismes. Donc, on va venir mettre quelqu'un qui vient d'une communauté marginalisée pour faire semblant que ce travail est fait, mais en réalité, il n'y a pas de travail fait et il n'y a pas vraiment de capacité de mobiliser du pouvoir ou de transformer les organisations. Mon Dieu, je veux tellement vous relancer. Il me semble que ça soulève à chaque fois des questions. Ça sous-entend tout plein d'autres questions chez moi. Merci infiniment, Gracia, Lilia, ainsi que Marliane d'avoir été avec nous.